Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débat, d'échanges avec des experts, des architectes, des entreprises, des associations, toutes du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Nous partons explorer le patrimoine normand grâce à un projet très enthousiasmant, la reconstruction du navire amiral de la flotte de Guillaume le Conquérant, qui a été conçu au XIe siècle. Le chantier s'est ouvert en avril et s'étalera sur 4 années. Il est même accessible au public. Nous ne sommes malheureusement pas sur place aujourd'hui, mais je reçois sur le plateau quelques-uns des acteurs de cette belle aventure. Tout d'abord, Monsieur François Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite en histoire médiévale à l'université de Caen, oui. Et également coprésident du comité scientifique de la Mora. Oui. Loïc Desmonts, bonjour. Bonjour. Vous êtes charpentier, gérant de l'entreprise familiale Les Ateliers Desmonts. On vous connaît pour vos actions sur la charpente de Notre-Dame de Paris et votre connaissance de la taille manuelle du bois vert. Merci tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci de nous Merci inviter. à vous. Pour commencer cette discussion, est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de ce bateau qu'on appelle parfois Drakkar ? Est-ce que c'est une bonne dénomination ? Alors effectivement, le terme de Drakkar ne convient pas, mais d'un autre côté, on peut l'expliquer. Donc c'est un terme qui vient du vieux scandinave, c'est un pluriel, ça signifie les dragons. Les dragons. Donc il y avait des figures de dragons sur les bateaux vikings, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a repris ce terme au XIXe siècle pour désigner ce type de bateau. Alors si on cherche un terme qui convient mieux, ça serait le terme d'esnek. En vieux français, l'esnek, c'est le bateau, disons, de type scandinave. Et c'est ce type de bateau qui a été utilisé, au moins un siècle ou deux après les Vikings, par Guillaume le Conquérant, pour partir à la conquête de l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la naissance de ce projet ? Donc, pourquoi avoir choisi de reconstituer ce bateau en particulier ? Alors, nous avons eu un modèle qui est celui de l'Hermione. Vous connaissez l'Hermione et sa reconstitution remarquable qui a duré 25 ans. Alors, nous, on espère aller un petit peu plus vite. Et le bateau sera moins grand, évidemment, que l'Hermione. Mais l'initiateur du projet, c'est Alain Bourdeau, qui malheureusement est décédé avant que le projet n'aboutisse, mais qui a vraiment lancé l'opération et il était déjà très actif dans le projet de l'Hermione. Donc une fois l'Hermione finie, comme il était normand, il a eu l'idée de faire la même chose pour le navire amiral de Guillaume et c'est ce qu'il a fait. Et donc Guillaume le Conquérant, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots un peu sur lui quand même, le situer Oui. Alors Guillaume le Conquérant, c'est effectivement un descendant de Vikings, puisque les ducs de Normandie, le premier duc de Normandie, c'est Rollon, et Guillaume descend directement de Rollon, c'est le 7e duc de Normandie. Mais au XIe siècle, on est loin de l'époque viking, si vous voulez, on est 2 siècles après, et les Normands de cette époque-là ne sont plus du tout des Vikings, ce sont même plus des marins en quelque sorte. Il y a des marins normands, effectivement, ils ont servi pour la traversée, mais Guillaume n'est pas un marin, absolument pas. Et ce qui fait la force des Normands à cette époque-là, c'est la cavalerie. Ils sont d'excellents chevaliers, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'ils gagnent les batailles, qu'ils vont gagner la bataille d'Hastings. Alors pour concevoir ce bateau, quel plan on peut utiliser ? Quelles sont les sources historiques qu'on peut Alors, on a 2 types de sources historiques, si vous voulez. D'abord, une source visuelle qui est tout à fait exceptionnelle, car nous avons une représentation de ce navire sur la tapisserie de Bayeux. Et ben voilà, oui. Et la tapisserie de Bayeux, donc c'est la scène 38 qui montre la traversée des bateaux, et on voit le navire amiral de Guillaume. Et on est sûr que c'est ce navire, parce que nous avons un texte qui nous le décrit très précisément et on retrouve les détails de ce texte sur cette image. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel pour le Moyen-Âge. Et donc ce texte, c'est ce qu'on appelle la liste des navires. C'est une liste de cette époque-là qui donne une liste de tous les navires qui ont servi à la traversée. Et notamment ce navire donc, qui a été offert par la duchesse Mathilde, future reine, à son mari. Et donc ce navire s'appelait la Mora. Et d'où l'explication probable de son nom. Mora, ce serait un anagramme du mot amor, l'amour
Voilà, il traduit. Amour, toujours. C'est joli, mais c'est vrai. Hein, voilà un couple qui a été un couple de personnages amoureux toute leur vie. Hein. On ne connaît à Guillaume aucune maîtresse et aucun bâtard, ce qui est tout à fait exceptionnel, à toutes époques, mais en particulier au Moyen-Âge, si vous voulez. Hein. Et donc, ce texte nous dit aussi qu'à la proue de ce navire, il y avait un enfant doré, hein, qui montrait l'Angleterre. On n'a plus l'image là, tout à fait, mais on retrouve donc cet enfant doré sur la tapisserie. Je pense que les charpentiers vont nous en refaire à nouveau pour la réplique du bateau. Donc ça, c'est les sources, la tapisserie, les sources. Oui, alors écrites. Ça, c'est les sources, alors à la fois textuelles et puis les images. Bon, c'est rare d'avoir de telles images. Vous savez que la tapisserie de Bayeux, c'est quand même quelque chose de très exceptionnel et ça a été fait très peu de temps après. Donc c'est un document de première main. Alors je rappelle que ce n'est pas une tapisserie, hein. De même que le dracar n'est pas un dracar, la tapisserie n'est pas une tapisserie, c'est une broderie, si vous voulez. Hein. C'est une broderie de 70 mètres de long pour laquelle on est en train de construire un nouveau musée d'ailleurs. Et donc l'autre source, c'est une source archéologique, hein, parce que nous avons retrouvé des bateaux de ce même type. Alors, c'est pas en Normandie, malheureusement, mais c'est dans le monde scandinave, et plus particulièrement à Roskilde, dans le fjord de Roskilde. On a trouvé beaucoup de bateaux qui datent exactement de l'époque de Guillaume et qui donc peuvent servir de modèle pour la reconstitution de la Mora et qui donnent beaucoup d'éléments. Alors déjà au musée de Roskilde, les Danois ont fait des répliques, si vous voulez. Donc, mais là, il s'agit de faire une nouvelle réplique qui soit vraiment celle du navire de Guillaume. Donc une fois qu'on a ces plans qui sont établis, c'est le moment de mettre en œuvre nos savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Loïc, de ces savoir-faire qui sont développés sur ce chantier ? Oui, c'est des savoir-faire très atypiques. C'est un chantier qui est assez complexe. Vous disiez tout à l'heure, nous, on est charpentiers terrestres. On vient apporter, nous, notre savoir-faire manuel, puisque c'est ce en quoi on s'inscrit depuis un bon nombre d'années, en co-traitance avec les chantiers navals Bernard, qui sont une entreprise qui fabrique des bateaux et restaure des bateaux en Normandie depuis un bon nombre d'années. Et on a parlé de Roskilde un peu plus tôt, qui est un lieu au Danemark où il y a énormément de fouilles archéologiques qui sont faites, mais aussi énormément de navires qui sont reconstruits. On profite de leur expérience, de tout ce qu'ils ont vécu pour aller encore plus loin, essayer de faire le bateau le plus long et faire un bateau qui colle le plus fidèlement possible aux techniques qu'ils avaient pu utiliser à l'époque, sachant qu'on était vraiment à l'apogée de la construction de ce type de bateau qui avait permis à l'époque au Danemark c'est ce type de construction-là qui avait permis aux Danois de traverser les flots et d'arriver à conquérir ou juste échanger avec les autres pays. Et donc ces techniques, concrètement, c'est vraiment utiliser très peu d'outils. C'est assez impressionnant en fait, on peut utiliser très peu d'outils pour faire un bateau aussi impressionnant. On va rappeler la taille du bateau ? Il fait 35 mètres de long, 34-50. Et donc le bateau, la plus grosse difficulté pour ce navire, c'est sa résistance mécanique, puisque c'est un bateau qui est très fin, très long, très élancé. Et cette résistance est liée au fait qu'on taille les pièces de bois en suivant le fil du bois. Donc les planches qui servent à l'étanchéité, elles sont structurelles. En fait, ces planches-là font partie de la résistance mécanique du bateau, et donc on vient les fendre pour pouvoir les débiter. C'est-à-dire qu'on prend une grume énorme qu'on a été choisir en forêt. Donc ça, c'est un scarf, c'est un peu autre chose. Mais on va en forêt choisir les arbres. Voilà, on a l'image sous les yeux. Donc, des arbres, les plus gros arbres qu'on puisse qui existent aujourd'hui dans nos forêts, puisque en fait, plus on va choisir un arbre gros, plus on va réussir à sortir de planches à l'intérieur. Et donc on a aussi besoin que ces arbres soient parfaits, qu'il n'y ait pas de nœuds. Donc là vous voyez un arbre remarquable, le fil est parfaitement droit, le fût est parfaitement droit, équilibré, le grain aussi. C'est vraiment l'approvisionnement bois est vraiment la clé du succès de cette opération. Et ensuite, juste avec des outils manuels, donc des haches, des coins, maillets, masses, ciseaux, voilà, on vient tailler ces éléments-là.
Alors à ce jour, où est-ce que vous en êtes dans le chantier ? Je crois qu'il a commencé il y a quelques mois seulement, donc on est au début de l'aventure, mais... Là, donc, on est un peu... bon, toutes les étapes sont clés, mais dans quelques semaines, on va assembler la dernière rallonge de quille. Donc en fait, on a débité la quille, donc, qui est la pièce principale au fond du bateau. C'est le départ, voilà, vous l'avez sous les yeux. Une pièce remarquable aussi, 21 mètres de long, parfaitement droite. La qualité était tellement superbe et le bois est tellement parfait qu'on l'a débité parfaitement droite au cordeau. Et ensuite, on l'a posé sur la ligne de thym, qui est le support du bateau pendant toute la durée du chantier. Et elle a pris naturellement la courbe, vraiment parfaitement. Et maintenant, du coup, on assemble. Donc, vous avez vu un peu plus tôt les scarfs, qui sont des coupes longitudinales. On vient les assembler avec du goudron de Norvège et de la peau de mouton pour faire l'étanchéité, et des rivets, comme il l'avait fait à l'époque, pour pouvoir assembler les différentes pièces qui constituent la longueur de la coupe longitudinale du bateau. Voilà. Ça ajoute un sacré savoir-faire à votre panel, déjà de travailler maintenant sur un élément de charpente navale. Ça change de la charpente traditionnelle. Eh ben, c'est très intéressant. En fait, tous les jours, on apprend énormément. La clé de ce chantier, pour l'instant, je l'identifie, ça s'appelle le rayon médulaire. En fait, dans un chêne, quand vous prenez la vue par bout du chêne, vous avez les cernes d'accroissement, et perpendiculaire à ces cernes, vous avez un rayon médulaire qui part du cœur vers l'extérieur. En fait, ce rayon médulaire, il sert à maintenir toutes les cernes d'accroissement entre elles, sauf que lui-même, il n'est pas solidaire du reste. Donc, c'est à la fois le point structurel et le point de faiblesse du chêne. Et donc, en fait, on exploite ce point faible pour mettre tous les assemblages. C'est-à-dire que quand on va mettre un rivet, on va le mettre perpendiculaire à ce rayon médulaire. Quand on va fendre une pièce de bois, on va se servir de ce rayon médulaire. Et quand on va orienter nos pièces de bois dans le bateau, on va vraiment faire attention à ce point faible et ce point fort pour pouvoir le mettre en œuvre. Et je dirais que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on a très peu d'attention dans le monde de la construction terrestre. Et je suis vraiment très chanceux de faire partie de cette aventure pour pouvoir découvrir ces choses-là. Ouais. Je crois que sur le chantier, il y a également, vous parliez des outils tout à l'heure, un forgeron qui vient fabriquer les outils dont vous avez besoin bien précisément, d'un certain type d'outils. En fait, l'idée du coup de ce chantier, c'est de coller le plus fidèlement que possible à ce qui avait été fait à l'époque. C'est aussi le principe du chantier expérimental. Plus le temps va avancer dans le chantier, et plus on aura des outils précis qui correspondaient à ceux des charpentiers de l'époque. Et donc on a un forgeron qui est en permanence sur place, qui nous fabrique des outils, des rivets, des clous, et qui nous permet de construire la caisse à outils des charpentiers de l'époque. Et ça aussi, c'est très enrichissant pour nous. C'est la première fois qu'on a cette occasion d'échanger en direct avec le forgeron, de voir quel impact ces coups de marteau ont sur nous, notre usage. Et je pense que et pour lui et pour nous, c'est très enrichissant. Pour l'affûtage, c'est très, très, très intéressant de comprendre comment se comporte l'acier, et ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est vraiment passionnant de pouvoir participer à ça. Alors, vous avez l'air effectivement passionné, et donc ça donne envie d'aller voir, et donc c'est merveilleux parce qu'on peut aller visiter ce chantier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment l'ouverture au public s'est faite ? Oui, alors l'ouverture au public s'est faite donc au mois de mars, c'est récent, et ça correspond au début du chantier. Hein. Donc au départ, on n'avait que cette masse de chêne, hein, qui forme la quille du navire, et puis petit à petit ça progresse. Mais en même temps, le public peut aller voir, doit aller voir un audiovisuel, si vous voulez, donc que nous avons conçu, notamment avec mon collègue Pierre Boué, hein, parce que nous travaillons ensemble. Lui-même est latiniste, excellent connaisseur des textes du Moyen-Âge, sont tous en latin, et moi je suis historien. Et donc nous avons travaillé avec deux sociétés, une société de production de visuels qui s'appelle La Prod et dans le Pré, et puis la société Spectaculaire aussi, qui
s'occupe beaucoup d'illuminer des monuments et des cathédrales. Et donc le résultat, c'est un parcours audiovisuel qui montre au public, et en particulier au jeune public, parce que c'est très pédagogique, si vous voulez, comment on en est venu à la construction de ce navire. Alors, il comprend 4 salles. Dans la première salle, nous sommes à l'époque de Rollon, le premier duc de Normandie, qui déjà travaille avec un charpentier, puisque lui, il est venu avec justement le navire dont nous avons parlé tout à l'heure. Ensuite, il se convertit au christianisme, parce que c'était aussi l'élément essentiel de son intégration dans le royaume de France, on va dire. Dans la deuxième salle, nous sommes dans un scriptorium monastique, et là, on prépare les plans du navire. Il y a aussi un charpentier qui est le descendant, de façon un peu imaginaire, qui est le descendant du précédent, et qui prépare toute la construction du navire. On parle aussi de tout ce qui est nécessaire pour emmener les chevaux en particulier, parce que justement, les Normands sont devenus des cavaliers, comme on l'a dit, et par conséquent, il faut emmener les chevaux sur les bateaux, ce qui n'est pas du tout évident en réalité. Et puis, tout l'approvisionnement qui est nécessaire. Et ensuite, dans la troisième salle, nous participons directement à la traversée, puisque le public est dans un bateau. Et tout autour, par la magie de l'image, nous sommes au milieu des flots, au milieu de la flotte, et nous traversons jusqu'à l'arrivée de Guillaume en Angleterre. Et puis comme cette aventure finalement ne s'arrête pas là, donc la Normandie est restée une terre maritime au long des siècles, si bien que, en particulier à l'époque de ce qu'on appelait la découverte de l'Amérique, si vous voulez, eh bien, il y a beaucoup de Normands qui ont participé, et un certain nombre qui sont partis d'Honfleur. Donc là, on est très bien placé, et on a des gens qui ont des aventures extraordinaires qui sont racontées dans la dernière salle. Et c'est par exemple d'Honfleur qui est parti Champlain, qui a fondé la ville de Québec, si vous voulez, entre autres choses. Mais il y en a d'autres qui ont des aventures remarquables à cette époque-là. Donc on voit bien la dimension grand public, mais je crois qu'il y a aussi une visée un peu plus de transmission professionnelle des savoir-faire dans ce chantier. Pour ce chantier, on a pu compter sur les lycées privés, enfin les lycées publics autour du chantier, notamment pour construire la forge. Il y a aussi les apprentis d'Auteuil qui ont aidé, qui ont œuvré à la réalisation des murs de la forge. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se construire au fur et à mesure du projet, qui vont investir du coup les jeunes locaux et moins jeunes, avec un objet de réinsertion aussi de cette association. Et pour ça, c'est assez chouette. Et même nous, au-delà de ça, c'est vraiment un cosmos de savoir-faire et une serre, une pépinière pour développer ces savoir-faire qu'on a et qu'on souhaite faire valoriser aujourd'hui et mettre en œuvre au quotidien dans notre monde. Oui, alors est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce que dit M. Desmonts ? Donc là, nous avons une entreprise qui est privée en quelque sorte, puisque normalement c'est la fréquentation qui doit fournir l'argent nécessaire à la construction, mais pour le départ, on a eu des aides publiques très importantes, il faut quand même le signaler. On est soutenu bien sûr par la ville d'Honfleur, qui est très intéressée par le projet. Par le département, le terrain et les bâtiments d'origine qui ont été transformés ont été fournis par le département, si bien qu'on a la plus belle vue d'Honfleur. On est de l'autre côté du port, c'est absolument magnifique. Rien que pour ça, il faut venir. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il y a aussi une cafétéria. On peut boire quelque chose et même manger en regardant cette magnifique vue d'Honfleur. Vous avez une aide de la région Normandie également. Et donc, toutes ces aides ont permis le démarrage du projet. Alors ensuite, on compte sur la fréquentation. Au début, on n'a peut-être pas eu autant de visiteurs qu'on l'espérait, mais ça a quand même bien démarré et on espère que ça va augmenter dans les années suivantes. Alors, on avait un objectif, vous avez parlé de 4 ans justement. 4 ans, ça nous amène à 2027. Et 2027, c'est le millénaire de Guillaume le Conquérant. Donc, on aurait aimé que ça soit terminé. Alors, on sait que ça ne sera pas complètement terminé pour 2027, mais on espère peut-être une mise à l'eau pour 2027 et on terminera le bateau dans les années suivantes à l'horizon 2030, si vous voulez. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange très intéressant. Ça donne vraiment envie d'aller faire un tour à Honfleur. Donc, j'espère que... Il faut y aller. Voilà, exactement. Merci à tous les deux. Merci, Oriane. Merci.
Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous souhaitez voir à nouveau cette émission ou retrouver nos autres sujets, vous pouvez vous connecter sur Internet sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.